Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au grand dialogue de Studio Tamani. Aujourd'hui, nous parlons du dialogue intermalien qui a pris fin la semaine dernière. Près de 300 recommandations et 5 résolutions ont été adoptées à l'issue de ces pourparlers tenus à Bamako du 6 au 10 mai dernier. Des délégués venus des 19 régions du pays, du district de Bamako et de la diaspora ont fait des propositions, débattu des recommandations et au finish adopté un document final remis au président de la transition. Ces recommandations peuvent-elles apporter des solutions aux difficultés auxquelles le pays est confronté? Peuvent-elles être toutes mises en œuvre? Comment l'État doit s'y prendre? La transition doit-elle prioriser certaines et laisser d'autres au régime qui lui succédera? Toutes ces questions seront répondues ce soir par nos invités, professeur Mamadou Dia, docteur Abdoul Sogodogo et docteur Amadou Touré. Ils sont tous des enseignants-chercheurs. Chers invités, merci et bienvenue à cette émission. Le grand dialogue. Encore une fois, merci chers auditeurs et chers téléspectateurs. Je voudrais tout d'abord commencer par avoir un avis de tout un chacun sur ce dialogue intermalien. Comment vous avez apprécié le déroulement de ce processus? Je commence par vous, professeur Dia. Bonsoir et merci. Je pense bien que le dialogue dans tout le processus a été quelque chose qui a permis à beaucoup de Maliens de se prononcer sur la chose publique, de donner son point de vue. Donc, comme processus, c'est-à-dire que ce dialogue a montré que le Mali est un grand jardin et que chaque Malien est une plante de ce jardin-là. Donc, chacun a son rôle à jouer. C'était une première? Bon, de donner cette occasion aux Maliens de s'exprimer, de se prononcer sur les problèmes auxquels le pays est confronté. Je serais tenté de dire oui et non à la fois. Oui, dans le sens où c'est une première que cette thématique précise soit débattue par des Maliens et uniquement par des Maliens. Oui, dans la mesure où l'enseignement supérieur a été considéré comme une partie prenante, comme une région. Or, dans les autres dialogues, des anciens chercheurs pouvaient se retrouver au sein de la société civile ou bien au sein des partis politiques, mais constituer toute une région par des enseignants-chercheurs, je pense que ça, c'est une première. Voilà. D'accord. Docteur Touré, comment vous avez apprécié ce dialogue intermalien? Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir aux doyens, co-débatteurs. À cette question, moi, je dirais qu'il y a quelques points de remarque. Parce que, pour rappel, si on suit un peu la logique de ce qui s'est passé, du discours du président de la transition, ce dialogue aurait dû être une forme de couverture, une forme de support qui pourrait remplacer l'accord d'Alger. Donc, à ce point de vue, les observateurs, au niveau des observateurs, ils pensent que la montagne a accouché d'une souris. Parce que pour eux, les citoyens ont retenu quelques points. Il s'agit notamment de demander au président de se présenter, de proroger la durée de la transition, d'élever au grade de général les 5 plus 1, donc 6 colonels. Donc, ce que nous pourrons retenir à ce niveau, c'est que le dialogue a donné en proie la transition à ses détracteurs. Parce que l'idéal, pour moi, ce dialogue aurait dû régler définitivement les problèmes de velléité, des problèmes d'indépendance, les problèmes de développement du Nord, les déséquilibres qui existent toujours au Nord. Donc c'est pour dire que ce dialogue a raté l'idéal. Mais néanmoins, il y a certaines recommandations qui ont été retenues au nombre de 300. Et là aussi, la représentativité, le manque de participation des belligérants, le manque de participation de certains ténors, des exilés politiques, le fond, le garant de ce dialogue et le délai imparti à ce dialogue. Donc ce qui m'amène à dire que vraiment le dialogue n'a pas été
n'a pas répondu aux attentes. On ne peut pas dire hors sujet, mais vu ce qui a été passé, il y a certaines recommandations qui ont été tenues, qui pourront être tenues hors du dialogue. Il n'a pas répondu aux attentes. Vous pensez la même chose, docteur Sougoudougou, que ce dialogue, en tout cas, les attentes, sinon les recommandations auxquelles certains s'attendaient, ce dialogue-là n'a pas donné ces recommandations? Avant de me prononcer sur la teneur même des recommandations, je voudrais d'abord dire un bonsoir ou un bonjour à nos auditeurs et je salue également mes co-débatteurs et vous-même. Merci pour cette occasion de plus pour pouvoir nous exprimer sur des questions aussi importantes. D'abord, l'idée du dialogue en soi est une idée, à mon sens, c'est une première parce qu'en fait, les Maliens ont l'habitude de dialoguer, mais ce dialogue s'inscrit dans un contexte particulier parce qu'il intervient à la suite de la dénonciation de l'accord issu du processus d'Alger de 2015. Et parce que par le passé, on a tenté de construire la paix à partir de médiation d'accords signés parfois entre le gouvernement et des groupes armés. Et dans ces processus-là, les populations étaient naturellement exclues, à part parfois quelques grandes organisations de la société civile qui arrivaient à se faire entendre. Et on a tous vu que ces différents accords de 92 jusqu'à aujourd'hui, ces accords permettaient tout simplement un cessez-le-feu, mais ils n'ont jamais permis de résoudre les questions de fond, comme Touré vient de le dire, par exemple les vérités indépendantistes. Ça n'a jamais été résolu par les accords. Et d'ailleurs même les accords internationaux dans ce genre de procédure n'ont pas vocation véritablement à construire une nouvelle voie, qui est la troisième voie parfois, c'est-à-dire tracer une nouvelle trajectoire pour que les populations puissent vivre en harmonie. Et donc, il s'agissait cette fois-ci d'internationaliser, c'est-à-dire de ramener le débat en interne entre Maliens, rien qu'entre Maliens, pour voir comment on peut construire la paix et la cohésion nationale. Maintenant, comment ça s'est déroulé concrètement et dans quel contexte? Là, ça peut être sujet à débat parce que selon les enjeux, les attentes des uns et des autres, ils peuvent l'apprécier en fonction de cela. Mais sinon, je trouve que l'idée en soi est une idée novatrice, c'est quelque chose de nouveau et c'était quelque chose qu'il faut parce que sans les accords, il fallait construire un nouveau accord. Est-ce que ce dialogue, selon le format qu'on a vu et selon les recommandations qui sont issues de ces pourparlers-là, est-ce qu'on peut dire que ce dialogue est à même de résoudre, comme vous l'avez dit, ces velléités indépendantistes? Ce dialogue, à mon sens, nourrit beaucoup d'espoir. Parce que, d'abord, première chose, vous voyez qu'il y a une forte participation et ça s'est déroulé pratiquement sur l'ensemble du territoire national. Le professeur Dia vient de le souligner, c'est une première fois qu'on ouvre même ces tribunes-là aux universitaires. C'est atypique, quoi. Et le fait que tous les sujets aient été débattus sans tabou, c'est déjà bien. Ça permet à chacun de dire ce qu'il pense. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, on a compris à l'issue de ce dialogue qu'il faut garder ouvert le dialogue. Et comme vous l'avez vu, sur plusieurs points, par exemple la question de discuter ou de négocier avec les groupes armés, y compris les groupes terroristes djihadistes. La question de rationalisation des partis politiques. La question, je crois, de suppression des groupes d'autodéfense, ou c'est pas de dissolution. Avant d'en arriver là, on va en parler, les différentes recommandations. Sinon, on ne pourrait pas toucher à toutes les recommandations. Tout simplement que ces recommandations déjà ne peuvent pas s'appliquer. Ça appelle forcément à de nouvelles discussions avec des acteurs spécifiques. Là, on retrouve l'idée que ce dialogue, en fait, est comme une sorte d'introduction à un processus continu de dialogue qui va s'ouvrir. D'accord. Donc, professeur Dia, oui. Exactement, allez. Je voulais rebondir sur cette dernière phrase-là pour dire que, en fait, le dialogue, ce n'était pas comme si, au terme du dialogue, tous les problèmes sont résolus. Non. Pas du tout. Oui. C'est un processus. C'est à partir de la fin du dialogue que commence la résolution des problèmes. Et à travers maintenant, en s'appuyant sur les recommandations. Et je pense que si elles étaient bien appliquées,
ce dialogue aurait un sens. Donc ceux qui disent que leurs attentes ont été déçues, que la montagne a accouché d'une souris, n'ont pas bien compris le sens du processus. Bon, pour vous. Je pense que la montagne n'a pas encore accouché. Voilà, je m'arrête là. Ok, Amadou Touré. Oui, par exemple, pour aller un peu en profondeur, parce que s'il s'agit, si j'ai bien saisi mes aînés, il s'agit d'ouvrir d'autres dialogues. Donc moi, à mon avis, ce dialogue était un dialogue pour remplacer l'accord d'Alger. D'aucuns disent que c'est la relecture intelligente de l'accord. Donc cela veut dire qu'à partir de ce dialogue intermalien, nous allons avoir plusieurs dialogues. Dialoguer avec les groupes armés djihadistes, dialoguer avec les groupes armés ici, y compris la CMA, n'ont pas bien défini. Et à partir de ces batteries de recommandations, c'est comme une copie des assises nationales. Parce qu'il y a beaucoup de redondance. Moi, à mon avis, dès que le président avait dit qu'il faut dialogue entre Maliens, des problèmes. Quels étaient les problèmes? Moi, à mon avis, c'est les problèmes du Nord. C'est les problèmes d'indépendance, les problèmes de velléité, les problèmes de développement du Nord qui auraient dû être discutés en fond et en large. Et de façon définitive. Et d'enlever toute émotion, toute passion dans la discussion. Mais au grand regret, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que nous avons vu. Donc plusieurs recommandations qui, à mon avis, n'auraient pas dû être débattues à ce niveau. Tel par exemple, est-ce qu'à ce moment, on peut dialoguer avec les groupes armés? C'est-à-dire qu'on va faire notre dialogue et notre accord. Est-ce qu'il faut aller vers un dialogue doctrinal à mettre à profit les irrédits? Ils n'ont pas défini les irrédits. Donc en ce moment, il y a beaucoup de recommandations. Nous allons avoir l'occasion, je vais rentrer en profondeur dans ces recommandations. Donc en gros, c'est pour dire que le dialogue initial, moi à mon avis, si on s'en tient au discours du président de la transition, c'était de trouver des alternatives à l'accord d'Alger. D'aucuns parlent de la lecture intelligente de l'accord. Donc tout ce qu'on a vu, les vrais acteurs n'étaient pas là. Il y a eu les déplacés ne sont pas là, les réfugiés ne sont pas là. Le Nord, le problème est toujours là, même si on a recouvert l'ensemble du territoire, mais il y a des velléités d'indépendance, il y a toujours des acteurs. Donc pour vous, à l'issue de ce dialogue, on devrait pouvoir résoudre toutes les questions que l'accord d'Alger n'a pas pu... Oui, parce que le dialogue, à mon avis, c'était un moyen de remplacer. Parce que le gouvernement a dénoncé l'accord pour amener le dialogue intermalien, enlever l'Algérie. Donc si on enlève l'Algérie, moi je pense qu'on devrait être en mesure de discuter entre nous, de trouver des problèmes aux solutions. Tel que je donne un exemple, Tombouctou actuellement à 3 jours sans eau, plus Gao, donc les problèmes existent. Les attaques, la guerre asymétrique continue. Il s'agit pour moi de trouver les acteurs et discuter avec eux et de trouver des solutions. Mais est-ce qu'on a le temps encore d'ouvrir d'autres dialogues, d'autres forats? Donc il ne faut pas que le Mali s'en tienne à des forats, de façon indéfinitive. Ok, parlons maintenant de ces recommandations. Près de 300 recommandations, docteur Sogodougou. Comment vous jugez cela? Est-ce que vous pensez que c'est trop pour les autorités de la transition? Est-ce qu'on leur demande trop ou bien vous pensez que c'est même insuffisant? C'est même peu. Peut-être si on avait donné 1 an ou 2 ans aux Maliens, par exemple, je m'amuse à le dire, pour ceux qui s'intéressent un peu aux politiques publiques. Vous savez que quand il faut répondre à ce genre de crise, vous pouvez beaucoup parler, mais ça finit toujours. Il faut construire des politiques qui vont en soi réellement prendre ces choses-là en charge. Qui connaît la procédure que le Mali a mis en place au début de l'indépendance pour construire le code de la famille et de la personne? Ça a été un processus par le bas où on a laissé aux acteurs de dire qu'est-ce qu'ils attendaient par la famille et quelles étaient les fonctions qu'ils voulaient attribuer à la famille et quel devrait être le rôle de tout un chacun des membres de la famille. Et donc, les gens ont discuté comme ça a pris le temps que ça a pris plus d'une année, c'est ce que je connais, je sais de par mes recherches. Imaginez-vous si on avait laissé les Maliens discuter comme ça, je pense qu'au bout de 2 ans, on aurait donné plus de recommandations que 300. C'est pour dire qu'en fait, il n'y en a pas trop de recommandations, mais l'enjeu va être comment on va traduire ces recommandations en action politique. C'est à ce niveau, il faut s'assurer que les acteurs qui vont être du premier cercle et du second cercle, ceux qui sont impactés par les différentes actions, les différents axes tracés là, soient effectivement dans la construction de ces politiques. Il faut le faire avec les acteurs, les impliquer dans la mise en œuvre et s'assurer que ces acteurs soient des acteurs qui veillent justement à la mise en œuvre correcte de ces politiques-là. Exemple, si je prends le point sur la rationalisation des partis politiques.
Vous savez que la constitution malienne prévoit le multipartisme intégral, la constitution de 92, et la nouvelle constitution qui est en vigueur, la constitution de 2023, prévoit la même disposition, elle est reconduite. Parce que les Maliens ont voulu effectivement, après le parti unique institué par la constitution de 1974, que désormais ils veulent avoir cette liberté de créer les partis politiques autant qu'ils le souhaiteront. Et donc, s'il faut revoir le nombre de partis politiques, il faut le faire avec les acteurs politiques. Il y a le contrôle des prêches. Ça veut dire que, et qui doit se faire par les religieux, ça veut dire que c'est toute une politique qu'il faut mettre en place, qu'il faut penser. Comment l'État va donner soit une de ses fonctions de régulation, voilà, à des autorités nouvelles, ou bien est-ce qu'il va le faire avec eux? Comment cela va se faire? Qui va jouer un rôle? Comme Touré le disait, les érudits. Qui est érudit? Qui peut jouer un rôle? Comment cela va se faire? Qui va réellement prendre en charge tous ces processus? Ça demande de construire une politique. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'on aura les vrais indicateurs pour évaluer maintenant. D'accord. Professeur Dia, 300 recommandations. Vous pensez-vous que c'est peu ou c'est trop, quand on sait déjà qu'il y a des recommandations qui sont là, qui n'ont pas été toutes mises en œuvre, des recommandations issues des assises nationales de la refondation, même si ce n'est pas le même contexte, ça reste des recommandations quand même. Il y en a même qui ont été reformulées au cours de ce dialogue. Bon, moi je pense que ce n'est pas le nombre qui pose problème, mais c'est la mise en application qui pose problème. Okay. Comment traduire ces recommandations-là en action, c'est tout. Et pour qui connaît le Mali, 1 241 238 km², et le nombre de Maliens, la population malienne aujourd'hui plus de 20 millions. Donc, pour résoudre le problème d'une telle population, je pense que 300 recommandations, c'est raisonnable. Et que ce soit 300 recommandations, que ce soit 20 recommandations, moi, mon problème, c'est la mise en application des recommandations. Sinon, ce n'est pas le nombre qui pose problème chez moi. Voilà. Pensez-vous qu'on peut mettre en œuvre ces recommandations-là? Les autorités peuvent le faire? Bon, les autorités ont un devoir de le faire, pas peuvent le faire, hein. Sont obligés de le faire parce que tous les Maliens se sont réunis pour ça et on dit que c'est ça la solution à nos problèmes. Et si les autorités sont là pour résoudre les problèmes de la population, il n'y a pas de pouvoir, hein, mais c'est un devoir. C'est un devoir pour les autorités de les traduire en action et de les mettre en application en un mot. Mais comme le disait Touré, puisqu'on parle de dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, est-ce que vous trouvez que certaines de ces recommandations ont du sens dans ce document-là? Est-ce qu'on ne sort pas un peu du cadre avec est-ce qu'on ne pouvait pas limiter le fait qu'on a donné libre cours aux participants de dire ce qui leur tient à cœur? Est-ce que cela n'a pas été une erreur? On a fait beaucoup de recommandations, beaucoup de demandes qui ne rentrent pas forcément dans le cadre de retour de la paix et de la réconciliation. Bon, moi, je pense bien qu'on ne peut pas se contredire soi-même quand on voit comment le processus est venu depuis les phases communales jusqu'à la phase nationale. Ça veut dire que si c'est pratiquement les mêmes recommandations qui sont remontées. Donc, on a fait une synthèse des recommandations qui sont remontées depuis la base jusqu'à la phase terminale. Donc ça veut dire quoi? Que les Maliens ont jugé que ce sont ces recommandations qui doivent répondre à leurs attentes. Et j'insiste encore là-dessus, moi, que les autorités fassent tout pour les mettre en application et on va voir maintenant. Voilà. Docteur Amadou Touré, est-ce que vous pensez que toutes ces recommandations doivent être mises en application? Est-ce qu'elles peuvent toutes être mises en application? S'agissant des recommandations, il y a des recommandations qui valent comme information, c'est-à-dire en révisant la charte de la transition va être prorogée. Et aussi, si c'était la candidature du président de la transition, qu'ils vont créer les conditions, réviser la charte. Mais à ce point, il y a un petit blocage. L'article 9 stipule qu'il n'est pas possible de réviser.
cette clause de la participation du président de la transition aux élections présidentielles ni aux élections législatives. Et par exemple, si nous prenons aussi la suppression et durcir les partis, la création des partis politiques, moi je l'apprécie. Parce que de l'indépendance, qu'est-ce que les partis politiques ont fait? Par exemple, si nous prenons ma région de Tombouctou, il y a eu des partis politiques. On a une route depuis 2010. La route Léré-Goumokoura est à 50%. Donc les partis politiques, quels sont les problèmes? Les partis politiques n'investissent pas dans leurs militants. Il n'y a pas de formation à la base. Il n'y a pas de projet de société. Et si nous revoyons un peu les autres recommandations, quand on dit qu'il faut négocier avec les groupes armés maliens, et ça, ici, on parle de la CEMA ou non, qu'ils n'ont pas défini. Ici, on dit aussi le retour des déplacés et des réfugiés et des exils politiques. Ce sont des Maliens aussi qu'il faudrait les appeler. Et si nous allons encore nous dire dissolution des milices, et nous savons bien que Damassogo a été dissous, le groupe a été dissous un moment, mais le groupe reste toujours fonctionnel. Donc il y a beaucoup de recommandations, moi à mon avis, qui peuvent être prises par le gouvernement, mais au-delà de deux. Proroger la transition, réviser la charte des partis politiques et réviser la charte de la transition. Sinon, les autres recommandations ne peuvent être mises en œuvre qu'avec les vrais acteurs. Parce qu'il ne faut pas qu'on se l'air. On ne peut pas discuter avec des représentants des populations, pas avec les leaders. Parce que le problème reste entier. Parce qu'il faut vraiment qu'on ait le courage de discuter de façon rationnelle, non passionnelle. Il y a le volet économie et développement où on dit de réduire le train de vie de l'État et réanimer ou redynamiser les centrales hydrauliques. C'est bien. Mais ça, il y a toujours un problème d'eau qui se pose à Bamako. La plupart des quartiers n'ont pas d'eau. Donc il y a beaucoup de facteurs. Si on réduit le train de vie, on pourrait économiser des sommes pour qu'on puisse les réinvestir. Pour vous, ces recommandations sont pertinentes? Oui, ces recommandations sont pertinentes, mais qui ne collent pas avec la mise, qui ne peut pas ramener la paix et la réconciliation définitive au Mali, sans les vrais acteurs. Connaissant l'histoire de la rébellion qui tourne autour de Kidal, de 1963 à nos jours, il y a toujours des problèmes. Parce qu'on est là, l'armée est partout, mais il y a toujours des attaques, des guerres, la guerre asymétrique continue. Les djihadistes sont là, mais on dit de négocier avec les djihadistes. C'est une base doctrinale. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est malikite, quelqu'un qui est soufiste ou bien quelqu'un qui est hanbali, il n'est pas facile de le convaincre. Mais quels sont ces érudits qui vont être mis à la tâche? Donc ce dialogue, pour moi, à mon avis, certaines parties peuvent être mises en œuvre par le gouvernement de la transition. Les autres peuvent attendre. Parce que ces 30 recommandations, il n'y a ni de fonds, il n'y a ni de garantie. Il n'y a même pas un calendrier. Et là, on va donner le gros du travail au gouvernement de la transition, notamment le chef du gouvernement, qui va mettre en œuvre, comme l'a dit mon doyen, mettre en œuvre le projet pour traduire en action les activités, qu'est-ce qu'il faut, quel est le budget, quel est le délai. Donc, il va avoir, banalement, on peut perdre 6 mois encore de plus pour mettre juste en action et que cette politique aussi doit être présentée au niveau du CNT pour validation. Docteur Sogoudou, êtes-vous d'accord que toutes ces recommandations ne peuvent pas être mises en œuvre maintenant, tout de suite, par les autorités? Bon, vous savez qu'autour de ces recommandations, ça va s'apprécier de façon diverse, chacun ayant sa propre boussole. Les boussoles ici, il faut entendre par boussole ici les intérêts. Parce que vous avez des groupes d'acteurs qui ont des intérêts qui sont parfois contradictoires. Et chacun, selon ce qui va dans le sens de ses intérêts, va juger ce qui est bon, ce qui semble mauvais. Et si on dépasse ce cap-là et qu'on essaie de se mettre à une certaine distance, on peut voir que quel que soit le nombre de recommandations, là je rejoins le collègue Dia là-dessus, peu importe le nombre de recommandations, c'est sur la base de ces recommandations, parce que ces recommandations sont un peu une sorte de vecteur qui montre la voie aux autorités de la transition. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, je reviens toujours à la notion de politique. Quelle politique nous pouvons mettre en place pour effectivement rendre fonctionnelle la laïcité? Parce qu'il ne suffit pas de dire que le pays est un pays laïque, mais quelle politique nous mettons en place pour consolider notre laïcité? Quelles sont les actions? Quels sont les comportements des actions que nous définissons? Quels sont les moyens que nous allons mettre en place? Quel système de contrôle nous mettons? Les groupes armés, les groupes d'autodéfense, oui, il y a une indication qui est donnée, on va les réintégrer, on va les démobiliser. Voyez-vous? Donc, quelle politique de DDR nous allons mettre en place? Parce qu'il s'agit maintenant de construire un nouveau DDR. À cela qu'on est appelé. Et je pense que
ce n'est pas le délai qui est le plus important pour ces actions de survie de la nation aujourd'hui. Ce qui me semble le plus important, c'est de se mettre à la tâche, mais avec tous les acteurs. La participation et l'inclusivité vont être les clés de la réussite, de la transformation de ces recommandations en de vraies politiques publiques, en fait. Oui, si vous dites que ce n'est pas le délai qui est le plus important, puisque la transition n'est pas appelée à rester éternellement. Ça veut dire le régime qui viendra après, est-ce qu'on a la certitude que ce régime... Tout ce que les Maliens demandent, la transition n'est pas appelée à tout mettre en place. Les Maliens parlent du développement du Mali. Est-ce qu'un pays se développe en un seul jour? D'ailleurs, même les pays développés travaillent à se développer. Le développement lui-même est un processus, je dirais, presque infini. Gilbert Rys le dit que c'est un mythe, un mirage, quelque part. Parce que chacun cherche à être mieux. La paix, construire la paix. Mais on continue à entretenir la paix. Même les pays, soi-disant, qui ont une certaine stabilité aujourd'hui, travaillent à renforcer cette stabilité-là. Et donc, je pense qu'il n'est pas dit que les autorités de la transition vont tout de suite concevoir des actions dans l'immédiat pour donner satisfaction à toutes les recommandations. Mais l'esprit que j'ai retenu, c'est que ces recommandations montrent quelle est la volonté du peuple malien aujourd'hui. Si on accepte effectivement que les participants étaient effectivement représentatifs du peuple malien. Parce que ça aussi, c'est un autre débat que je ne vais pas aborder. Mais voilà, à mon avis, l'orientation est donnée. À travers les recommandations, on voit ce que les populations maliennes veulent. Et c'est à partir de ces éléments-là qu'il faut, dans l'immédiat, voilà, transformer ce qui peut être transformé, mettre en œuvre ce qui peut être mis en œuvre. Et j'en suis sûr, quelle que soit l'autorité qui va prendre, quelle que soit l'équipe qui va prendre le destin du Mali dans les 10 ou 20 années à venir, mais ce sont des Maliens avant tout. Et ce sont des personnes qui, de près ou de loin, j'en suis sûr, ont participé à ce dialogue ou en tout cas ont conscience de ce dialogue et vont forcément s'appuyer là-dessus, soit pour éviter des erreurs, soit pour conforter ce qu'il y avait d'acquis à partir de ce dialogue. Alors quand on prend certaines de ces recommandations, parlons du durcissement de la création des partis politiques et de même la suppression de leur financement, de l'aide publique aux partis politiques. Ça a été formulé comme recommandation, même si certains parmi vous jugent cette recommandation pertinente, mais vous avez aussi dit que ces dispositions-là se trouvent dans la Constitution. Si on ne peut pas mettre en œuvre cette recommandation tout de suite, puisque c'est la Constitution qui le prévoit, est-ce qu'on ne donne pas du fil à retordre aux autorités? Est-ce que c'était nécessaire de l'adopter dans le document final? Monsieur professeur Dia. Bon, nous savons d'abord que présentement les partis politiques sont dissous, n'est-ce pas? Les activités, excusez-moi, c'est exactement le mot activité que je cherchais. Les activités sont suspendues, n'est-ce pas? Maintenant, c'est pendant cette phase que les recommandations demandent le durcissement de la création des partis politiques. Je suis d'avis que on doit durcir. Je suis parfaitement d'accord pour la simple raison que le Mali, avec une population de 20 millions, a plus de 200 partis politiques. Et 22 millions 22 millions, plus de 200 partis politiques, alors qu'ailleurs, avec peut-être 60 millions, on a moins de 10 partis politiques. Donc, les partis politiques doivent être, ça n'engage que moi, le nombre doit être réduit et on doit durcir les conditions. Parce que ces partis politiques, je pense que Maïga a effleuré un peu un aspect, la formation citoyenne. C'est une des missions principales des partis politiques. Mais quel est le parti politique aujourd'hui qui forme ses militants? Donc il ne sert à rien que ces partis continuent à prendre le bien public, entre guillemets, et puis ne pas faire ses missions. Donc je suis d'accord qu'il faut durcir le ton. Il faut durcir le ton. Et là, les autorités de la transition sont obligées de faire ça pour passer la main. Il ne sert à rien de
passer la main avec ce nombre de partis politiques que nous avons et créer dans des conditions passées. Donc il est un devoir pour moi et c'est nécessaire que les autorités de la transition appliquent quand même cette recommandation avant de passer la main. Donc pour vous, ça doit être une priorité. Obligatoirement. Puisque ça constitue un des problèmes majeurs du pays. Obligatoirement. Ok. Docteur Amadou Touré, cette recommandation, comment, si on doit la mettre en œuvre, comment s'y prendre, puisque ça implique la Constitution? Par rapport à cette mesure, c'est qu'il faudrait refaire une petite réflexion historique. Si on revoit un peu l'histoire du Mali, le problème qu'on a au Mali actuellement, c'est les partis politiques. C'est-à-dire des partis politiques où les intérêts divergent. Je donne un exemple. Les partis politiques ont toujours les mêmes présidents des partis politiques, depuis leur création jusqu'à ce jour. Et quand on t'enlève de président, tu vas quitter ton poste. Je donne un exemple. S'il y a des postes à pourvoir au niveau du gouvernement, si on ne te propose pas, étant bailleur du parti, tu quittes ce parti, tu vas former ton parti. Donc moi, à mon avis, les partis politiques, on doit réduire. Mais ici, dans la recommandation, ils ne donnent pas spécifier leur nombre. Il faut réduire leur nombre. Et je vous donne un exemple. Il n'y a pas de projet de société au Mali. Il n'y a pas de partis politiques qui vendent leurs idées. C'est plutôt des questions de personnes. Et tous les partis politiques qu'on a actuellement, soit sont divisés, soit sont en état de fébrilité. Parce que tout simplement, la population ne se revoit pas dans ces partis. Il n'y a pas de projet de société qu'il faut défendre. Il n'y a pas de formation des militants à la base. Et la suppression de financement? C'est même bien, parce qu'on donne de l'argent qui n'est pas réinvesti. Il n'y a pas d'investissement dans les militants. On doit former les militants à adhérer au parti, aux militants à la citoyenneté, aux militants de cotiser pour la survie du parti. Et cette recommandation, je suis sûr que ça va pousser les partis politiques à se réorganiser, à rebattre les cartes et à savoir qu'on ne peut pas vouloir faire la conquête politique sans un projet de société. Et aussi, les problèmes qu'on a, il y a des dysfonctionnements. Entre les partis politiques, souvent sont représentés juste au niveau national. Et au niveau local, les partis n'existent pas. Et je vous donne un exemple, toujours par rapport à Tombouctou. La politique n'a rien apporté au Mali, jusqu'à ce jour. Si on prend nos régions, le déséquilibre de développement incombe à qui? Aux partis politiques. Les partis politiques préfèrent juste rester à Bamako, faire des grands discours, mais ils n'ont pas de projets de société. Ou souvent, des projets de société ne sont pas concrétisés en action. Comme l'a dit mon doyen, il n'y a pas d'actes. Les politiques ne sont pas concrétisées souvent les politiques qu'il faudrait à la matière. Alors, une autre recommandation qui est la prolongation de la transition. Est-ce que vous êtes d'accord que cette recommandation, c'était pertinente dans ce document? Oui, la transition, moi, je suis pour qu'on proroge, mais là, il y a un petit piège. Il faut qu'on se dise en tant que scientifique. On dit 0,2, 0,5 jusqu'à la stabilisation. Donc cela veut dire que cette transition peut même être reconductible au-delà des 5 ans, jusqu'à la stabilisation. La transition, à savoir qu'on peut les reconnaître certains efforts qu'ils ont fournis. Par exemple, la reconquête de Kidal, et le redressement du niveau du Mali au niveau international, c'est bien. Mais là où nous sommes, il y a des difficultés. Si on proroge, la transition devrait avoir au moins, moi, c'est une proposition. À mon avis, régler les problèmes d'eau et de l'électricité actuellement au pays et les problèmes de chômage des jeunes. Sinon, ce qui est sûr, comme je l'ai dit, cette révision de la charte de la transition valent comme information. Quel qu'en soit le fait, il n'est pas question que la transition prenne fin demain ni après-demain parce que la transition est liée à la sécurisation du pays. Et la transition va continuer, ça c'est sûr. Mais jusqu'à quand, je ne sais pas. Voilà. Docteur Sogoudou, une recommandation pertinente qui est facilement mise en œuvre, c'est ça. La prolongation de la transition. Est-ce que ça ne peut pas constituer de problème, puisqu'on a vu que récemment, quand certains partis politiques se sont levés pour demander la fin de la transition, puisque le décret qu'avait pris le président, qui prévoyait 2 ans pour la transition, alors que les assises nationales de la refondation avaient donné une fourchette à la transition. Est-ce que ça ne peut pas créer de ce genre de problème encore à l'avenir? Oui, on peut comprendre ce problème-là. Les partis politiques, une de leurs vocations, c'est la lutte pour le pouvoir, c'est la conquête du pouvoir. Et donc, c'est des acteurs qui se sont préparés à aller à la conquête du pouvoir. Et il y a un moment, une date qui leur a été donnée. Ça va de soi que quand cette date se pointe, qu'ils réclament que la compétition soit ouverte. Ça, on peut le comprendre. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, voilà, les élections ont été repoussées à une date ultérieure et les Maliens viennent de donner de nouvelles indications. Voilà, je crois que c'est de 2 à 5 ans. Jusqu'à la stabilisation. Ça veut dire que
il faut peut-être, ça va de soi, il faut peut-être prendre cette date raisonnable et on espère bien que le pays va se stabiliser et que voilà, les élections tôt ou tard seront ouvertes dans un délai qui soit assez partagé avec l'ensemble des acteurs. Mais à ce que j'ai écouté ces derniers temps sur les réseaux sociaux et les médias, la plupart des partis politiques, ils disent qu'ils veulent juste qu'il y ait une discussion approfondie pour pouvoir évaluer ensemble les difficultés et pouvoir dire à telle date, voilà, on doit pouvoir y aller dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Et je pense que c'est cet esprit aussi qu'on retrouve quand certaines recommandations disent, voilà, d'aller vers la discussion avec les acteurs. Et je pense que c'est ça. Donc, la date, le délai qui va être le délai nécessaire, j'en suis sûr que des acteurs vont être impliqués dans les discussions pour leur permettre de comprendre la nécessité d'aller à telle ou telle date. Donc je pense que c'est une réalité qui s'impose, comme le disait mon collègue. C'est à titre d'information peut-être, mais je pense que ce n'est pas forcément l'un des points qui faisait le plus d'objet de tiraillement, quoi. Alors, cette autre recommandation qui est d'élever les 6 colonels au grade de général, il y a eu beaucoup de commentaires. Certains ont estimé que ce n'était pas nécessaire de la retenir dans le document final, puisque c'est du domaine militaire, qu'on ne devrait pas donner la latitude aux civils de faire cette demande. Quel est votre commentaire là-dessus? Qu'est-ce que vous pensez de ça, professeur Dia? Je commence par vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je pense que on pouvait effectivement les élever au grade de général, et même sans passer par le dialogue. Mais je pense bien que juste les uns et les autres peuvent se dire que non, si on le faisait sans que ça ne passe par le dialogue, on pourrait penser à une imposition des choses du genre. Mais je pense que c'est quelque chose qui n'avait pas besoin d'être discuté au dialogue. Ça pouvait être effectivement fait même sans dialogue. Voilà, ça oui, moi, à mon avis, le dialogue n'est pas à s'immiscer dans les affaires militaires. Le civil reste civil, le militaire militaire. C'est ce que la déontologie nous a appris. Maintenant, quand les élèves, on parlait de 5, maintenant on parle de 6. Au grade de général de division, moi, à mon avis, cette recommandation, le président de la Région ne doit pas toucher à ça. Parce que ça relève du domaine purement militaire. Le ministère de la Défense, les chefs d'état-major des armées sont là pour graduer en fonction des résultats du terrain. Maintenant, on peut dire que la population les salue leur engagement par rapport à ce qu'ils ont. On est d'accord. Mais jusqu'à rentrer dans la déontologie, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point. Voilà. Aussi. Je pense que c'est un point qui aurait pu être... je pense que ça fait partie de ces points auxquels on ne s'attendait pas. Mais quand on donne la parole au peuple, voilà, et toutes sortes de recommandations peuvent être formulées. Et c'est de bonne guerre aussi. Chacun dit ce qu'il pense et chacun voit la vie de la nation à sa façon. J'ai été surpris de voir cette recommandation. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc si je comprends bien, professeur Dia, vous qui avez participé à certaines étapes, certaines phases de ce dialogue, toutes les recommandations formulées ont été toutes adoptées. On n'a pas laissé tomber certaines au profit d'autres? Si, parce que même, par exemple, certaines recommandations n'ont pas été faites dans certaines régions. Par exemple, la région enseignement supérieur n'a pas touché à ce point-là. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, par exemple, proposé que les colonels deviennent des généraux, mais nous avons proposé d'autres choses. Parlez-nous de vos propositions. Qu'est-ce que vous avez proposé même? Si vous avez fait des recommandations aussi, qu'est-ce que vous avez recommandé? Bon, sur chacun des points, je pense bien que nous nous sommes prononcés sur chacun des points. Et, par exemple, on a dit qu'il faudrait voir en matière de paix, qu'il faut jouer sur des mesures endogènes. Par exemple, si vous prenez la réalité malienne, aujourd'hui, le cousinage à plaisanterie est un mécanisme endogène
de résolution des problèmes chez nous. Un bozo ne demanderait jamais à un Dogon d'arrêter et qu'il continue, vice-versa. Donc on peut nous appuyer sur ça. Donc ça faisait partie de nos résolutions, ouais, de nos recommandations. Nous avons dit aussi que l'on s'appuie sur les publications des enseignants-chercheurs. Ouais, de tous les secteurs de la vie ont été abordés par les publications. Donc qu'on mette en valeur les publications pour puiser là-dedans. Ouais. J'ai vu une recommandation qui est de rendre obligatoire l'éducation civique et morale à l'école et l'enseignement de l'histoire de la géographie du Mali. J'imagine que celle-ci est venue de vous. Bien sûr, pas de nous seulement. Mais ça se fait déjà, non? Dans le programme scolaire, il y a l'éducation civique et morale. Et l'histoire et la géographie du Mali est enseignée encore, ou bien? Non, c'est-à-dire, prenons l'éducation civique et morale. On l'enseigne comment et quel coefficient. Ouais, si déjà l'élève sait que en SM, même si j'ai 0 en SM, je peux passer. Mais ça n'a pas d'importance. Ensuite, c'est enseigner à quel niveau? Est-ce que c'est enseigner à tous les niveaux? Ouais, donc, nous demandons que ça soit enseigné à tous les niveaux et qu'on accorde quand même une certaine importance à la matière. Et vous le savez tous, quand la matière est réduite à une certaine valeur, ça pose problème. D'accord. Voilà. Une dernière question autour de table. Certains sont déjà sceptiques quant à, en tout cas, la capacité de ce dialogue de résoudre les problèmes auxquels le pays est confronté, puisqu'il y en a eu tellement de forages de ce genre. Vous, comment faire en sorte que, en tout cas, ces sceptiques-là puissent être, en tout cas, déçus dans leur analyse? Comment faire en sorte que ce dialogue puisse ramener, sinon poser les jalons d'un retour de la paix et la réconciliation? Je commence par vous, professeur Dia. Je pense que ça, c'est le point de vue que nous avons développé dès le départ. C'est-à-dire que ce n'est pas le dialogue en soi qui résout le problème. Oui, mais que ça puisse poser les jalons. Le dialogue ouvre la voie aux résolutions. Et ça ne peut se faire que quand on a le courage d'appliquer les recommandations. Et j'ai beaucoup insisté sur ça. Il faut qu'on ait le courage d'appliquer les recommandations pour voir ce que ça peut donner. D'accord. Docteur Touré. Pour que la paix, la réconciliation puisse revenir au Mali, qu'on ait le courage de s'accepter, de discuter de façon rationnelle, non passionnelle, qu'on appelle tous les acteurs. Ceux qui ont fauté doivent être jugés. Je donne l'exemple. Si les acteurs refusent de venir. S'ils refusent de venir, l'histoire continue. Par exemple, quel est le problème? Le problème, c'est la redevabilité et la justice et la corruption qui sont des points qu'il faudrait gérer au Mali. C'est-à-dire qu'on dit appeler les belligérants, mais ceux qui sont responsables, par exemple l'incendie du cas du bateau de Tombouctou, devront payer parce qu'on a perdu des parents. Donc il faut que la responsabilité de l'État s'assume. Et l'État aussi devrait s'assumer en tout point, en tout lieu. L'État peut prendre des dispositions pour que tout le monde vienne. L'État, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, l'État, c'est tout le monde. Et l'État a beaucoup de capacités. On peut venir tout le monde, les exilés, les belligérants, discuter avec eux, trouver des voies et moyens pour qu'on puisse dépasser ce problème. Sans la participation et l'inscription, je ne vois pas comment on peut arriver. D'accord. Docteur Sougoudou. Le dialogue est toujours en cours d'une certaine façon parce que là, je suis d'accord avec le professeur Dia. C'est un processus qui ouvre la porte à la résolution du conflit. Les idées viennent d'être lancées. Maintenant, il s'agit de prendre des actions concrètes et surtout s'assurer maintenant que dans la détermination de ces actions concrètes et leur mise en œuvre, d'associer tous les acteurs. Même ceux qui n'étaient pas là au moment de l'adoption de ces... Évidemment, il faut associer les acteurs tant que ces acteurs peuvent être associés parce que c'est un processus. Je me rappelle sous IBK, quand on parlait du déni, on avait demandé aux partis politiques, certains partis politiques d'intervenir, avait dit qu'on n'a pas participé au TDR, mais c'est là qu'on a eu l'idée de prendre le train en marche. Certains ont pris le train en marche. Et donc dans la construction d'une nation, c'est un processus sur le très long terme, certains prendront le train en marche. D'accord. Et il faut évoluer.
Et c'est ce qui met fin à ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui des conclusions du dialogue intermalien tenu dans la phase nationale s'est tenue la semaine dernière du 6 au 10 mai dernier. Avec nous sur ce plateau, on avait professeur Mamadou Dia, enseignant-chercheur. Ils sont tous enseignants-chercheurs d'ailleurs, hein, docteur Amadou Touré et docteur Abdoul Sogodogo. Ce grand dialogue a été réalisé par Imiran Akilou Maïga, présenté par Sekou Gadjigo. À la mise en onde, il y avait Adjaratou Traoré. À la régie vidéo, il y avait Ibrahim Sanogo. Merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine.